français et histoire. Et oui, vous pouvez applaudir. Bonsoir à tous. Vous avez vu, ça démarre fort ce soir. Bienvenue à cette soirée Entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. C'est la soirée de l'année pour souligner les liens très forts entre le monde économique et le monde politique. C'est aussi l'occasion de faire le point, de vous dévoiler des réalisations, des projets. Et puis, on vous propose une table ronde ce soir avec une invitée d'honneur très célèbre que vous avez sans doute déjà aperçue. Mais je vais laisser le privilège au président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence de vous en dire plus. Et puis, il va vous parler aussi du film que vous venez de voir. Roland Rautre, si vous le voulez bien, le pupitre est à vous. Madame la ministre, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional, madame et monsieur les conseillers départementaux, ils sont là tous les deux, j'ai vu, mesdames et messieurs les maires, conseillers municipaux et conseillers communautaires, messieurs les commandants de police et de gendarmerie, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et vos collaborateurs. Monsieur le député s'est excusé et représenté ce soir par son suppléant, monsieur Zettler. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, en cette période de l'année, nous voilà une nouvelle fois réunis dans le cadre d'une soirée entreprise élue. Vous êtes nombreux, vous le constatez vous-même, à avoir répondu à notre invitation et je vous en remercie très chaleureusement. Soyez les bienvenus dans cette salle du W, une nouvelle fois mise à disposition par la municipalité. Merci Sonia. C'est aussi l'occasion ce soir, c'est exceptionnel, de saluer tout particulièrement et souhaiter en votre nom la bienvenue à notre nouveau sous-préfet, Monsieur Wassim Kamel, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce soir, alors qu'il n'est en fonction que depuis un peu plus de 24 heures en réalité. C'était hier matin.
Si vous permettez, monsieur le sous-préfet, veuillez m'en excuser, mais si vous pouviez faire un signe de la main où vous levez, voilà, pour que tout le monde vous voie. Vous êtes ce soir au sein d'une belle panoplie de décideurs locaux avec lesquels vous pourrez faire connaissance tout à l'heure, si vous le souhaitez. D'ailleurs, vous avez déjà bien commencé. Voilà, chers amis, vous venez de découvrir en ouverture et en avant-première le nouveau film de promotion de notre beau territoire, élaboré en partenariat avec l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Nous souhaitions que ce film ne soit pas simplement une banque d'images, mais qu'il raconte une histoire. Cette histoire est celle de toutes les personnes qui découvrent la Moselle-Est et l'agglomération de Sarreguemines lorsqu'ils viennent pour un séjour touristique, mais également quand ils viennent y occuper un nouvel emploi et s'y installer avec leur famille. Souvent, ils ne s'attendent pas à trouver les nombreux atouts qui viennent d'être évoqués dans le film. L'exercice visant à présenter l'agglomération de Sarreguemines en 3 minutes, c'est la durée du film, je crois, à peu près, est difficile, car même si nous les minorons souvent, probablement par excès de modestie, notre territoire est un concentré d'excellence. Cette excellence est tout d'abord celle des femmes et des hommes de ce territoire, notamment à votre niveau, vous les entrepreneurs. Les actualités qui vous seront présentées ce soir l'illustreront à nouveau parfaitement. Comme nous avons pu le voir, la richesse de notre agglomération est également culturelle, patrimoniale, touristique, gastronomique, agricole, mais aussi environnementale, sportive ou sanitaire. 3 domaines bien connus d'ailleurs par notre invitée d'honneur ce soir, Madame Roselyne Bachelot, que vous connaissez tous. Je pense qu'il n'y en a pas un dans la salle qui ne la connaît pas. Et au travers, bien évidemment, de ses différentes fonctions ministérielles et ses très fréquentes apparitions à l'écran pour nous faire profiter de son expérience, car elle en a. Elle connaît Sarreguemines pour y avoir inauguré le centre hospitalier Robert Pax. Ça fait un certain temps, déjà 15 ans, ben, voilà. Et moi-même, ça elle ne le sait pas, j'ai eu l'occasion, elle ne s'en souvient probablement plus, de m'entretenir avec elle sur les marches de l'Assemblée nationale suite à une initiative spontanée de notre ancien député Céleste Lette pour évoquer avec elle un beau projet, un très beau projet d'ailleurs, qui ne s'est malheureusement jamais réalisé, le projet 7x4 Pharma, qui envisageait la mise sous blister automatique de médicaments dans une usine qui devait s'installer sur l'Europol à Hambach. Or, si nous sommes réunis ce soir, c'est surtout parce que l'excellence de notre territoire est avant tout marquée par son tissu économique, qui est le principal vecteur de dynamisme et d'innovation. Nos entreprises démontrent tous les jours leur savoir-faire dans des domaines aussi variés que l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la plasturgie, l'agroalimentaire, les services également et bientôt les nouvelles énergies.
nous savons à peu près tout produire, sauf peut-être des ministres. C'est pour cela que nous les invitons, comme ce soir. Voilà, et je remercie bien entendu Madame Bachelot d'avoir accepté notre demande. Or, pour maintenir cette vitalité que j'évoquais, nous avons besoin d'attirer de nouveaux talents, qu'ils soient amenés à travailler dans la recherche, l'industrie, l'enseignement, la santé ou tout autre domaine. Aussi, nous vous mettrons, si vous le souhaitez, ce film à disposition en espérant qu'il vous servira dans vos politiques de recrutement. Bien entendu, nous savons aussi attirer de nouveaux projets par d'autres moyens que par un film, car notre politique d'attractivité a toujours été variée et efficace. Vous découvrirez ainsi, lors de cette soirée, de nombreux projets économiques en cours de développement sur notre territoire, même si je n'ai pas d'annonce aussi importante à faire que celle de l'an dernier, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Donc je souhaite néanmoins vous informer de l'avancement des deux grands projets que nous avons évoqués lors de notre dernière rencontre l'année dernière à la même époque. Le premier que je citerai est le plus petit des deux, mais de grande qualité. Il s'agit de l'entreprise de logistique Wirtz Group qui doit s'implanter sur la phase 3 de l'Europol 2 en investissant 30 millions d'euros et en créant 200 emplois. L'aménagement de ce secteur, à cheval sur les communes de Hambach et Villars-Waldt, s'est accéléré en 2024. Les fouilles archéologiques sont désormais terminées, vous avez pu le lire dans la presse ce matin. La construction des nouveaux ouvrages d'art a débuté et, si la météo est favorable, les travaux de terrassement puis de voirie pourront commencer dès cet hiver ou au plus tard au printemps. Ainsi, la réservation du terrain à Wirtz Group pourra être validée par notre Assemblée dans une quinzaine de jours et le compromis de vente d'une parcelle de 11 hectares pourra être signé avant la fin de l'année. Le second projet est bien entendu celui porté par Holosolis pour construire la plus grande usine de fabrication de panneaux photovoltaïques d'Europe. Entre toutes ce qu'on appelle les gigafactories sur lesquelles nous avons eu l'occasion de travailler au niveau de la communauté d'agglomération et qui convoitaient de s'installer sur notre zone prête à l'emploi. Et elles étaient nombreuses, ces entreprises. Holosolis n'est pas la plus importante, mais la plus attrayante, la plus intéressante et la mieux adaptée au site de l'Europol 2. Je rappelle que ce projet constitue un investissement de plus de 800 millions d'euros et permettra la création d'environ 2000 emplois. Depuis un an, grâce à un travail particulièrement efficace et coordonné entre l'entreprise, les collectivités et l'État, il a été possible de mener une concertation préalable, obligatoire d'ailleurs, une concertation qui était très constructive, qui a montré une forte acceptation locale du projet.
l'entreprise sous l'impulsion de son président, Jan Jacob Boomvikers, qui devrait être présent ce soir, mais je ne l'ai pas vu. Ah, mais il est tout au fond, là-haut. Voilà. Donc, je le salue très cordialement et le remercie d'avoir voulu se joindre à nous pour cette soirée. Donc, il a pu déposer au printemps les dossiers d'autorisation environnementale et de permis de construire. Donc ces dossiers sont actuellement soumis à l'enquête publique jusqu'à la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Nous espérons que les dernières étapes seront rapidement franchies pour obtenir un permis de construire et une autorisation environnementale purgée de recours dès le premier trimestre 2025. Ce sera alors le moment pour Holosolis d'engager son chantier et à la CASC, à la SEBL, à Enedis, à RTE de déployer toutes les mesures connexes d'accompagnement. Nous sommes prêts à ce jour. Lorsque ces projets seront engagés et que nous aurons répondu à tous les autres porteurs de projets rencontrés ces derniers mois et qui souhaitent également s'implanter sur notre territoire, la disponibilité foncière sur les zones d'activité communautaire deviendra moins évidente. Aussi, fidèle à la politique d'anticipation qui a toujours caractérisé notre intercommunalité, nous avons engagé 2 actions concrètes pour préparer notre avenir économique. En premier lieu, nous travaillons avec l'Agence d'urbanisme des agglomérations de Moselle sur la densification de nos zones d'activité existantes pour reconquérir les fonciers déjà disponibles. L'intérêt environnemental est évident. Par ailleurs, sachant par expérience qu'il faut 10 ans pour créer une zone, nous venons de mandater la SEBL Grand Est pour qu'elle conduise une étude prospective portant sur la création d'une nouvelle zone d'activité majeure et peut-être d'une autre destinée plus spécifiquement au BTP. Cette étude devra notamment analyser les données topographiques, urbanistiques, environnementales ou archéologiques des sites étudiés. Si nous sommes assurément tournés vers l'avenir, nous n'oublions pas pour autant les entreprises historiques de notre territoire, notamment celles, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes d'ailleurs, qui peuvent rencontrer des difficultés. Aussi, je rappelle qu'en cette période plus compliquée pour certains pans de notre économie, notamment dans l'automobile, les élus de la communauté d'agglomération sont à votre disposition et à votre écoute pour imaginer les meilleurs moyens pour vous accompagner. Nous observons qu'au niveau national, la politique économique aujourd'hui reste floue et l'est encore plus, j'ai l'impression, depuis les élections aux États-Unis. Que ce soit au niveau de la fiscalité ou en termes d'accueil, de soutien ou d'accompagnement des investisseurs, je suis en attente de décisions fortes et efficaces pour sauvegarder le contexte d'attractivité dans lequel s'est installé notre pays. Et c'est une attractivité que je peux confirmer
au regard du nombre de projets qui nous sont arrivés. Au niveau territorial, donc sur notre territoire, je vous rappelle que la communauté d'agglomération a fait un choix politique fort en faisant du développement économique une priorité et qu'elle a appris au fil du temps à s'adapter aux situations particulières quand cela se justifiait. D'où l'intérêt de cette phase écoute de ce soir, bien adaptée à ce genre de rencontres pour pouvoir affiner, si nécessaire, nos pratiques habituelles. Nous avons tous conscience des turbulences que nous traversons et les nouvelles qui nous viennent de nos voisins allemands ne sont pas faites pour nous rassurer. Mais nous ne perdons pas notre volonté de développement économique qui se trouve être, à mes yeux, le seul véritable outil dont nous disposons pour pouvoir agir sur les autres vecteurs d'attractivité. Il me reste, et je terminerai là-dessus, à remercier les élus de notre Assemblée communautaire pour leur décision qui est majoritairement d'une grande lucidité, ainsi que toutes celles et tous ceux qui sont amenés à travailler pour le développement économique au sein de notre grande famille, tout comme l'équipe, parce que bon, il faut les citer également, constituée de membres du personnel de la CASC, qui a organisé cette rencontre avec son savoir-faire bien connu et en espérant que cette soirée vous sera agréable. Je vous remercie pour votre attention et je cède à présent la parole de Julia qui attend avec impatience et qui va, comme d'habitude, animer cette soirée de main de maître. Merci pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup Roland Roth. Et puis j'en profite, ne quittez pas la scène, vous pouvez tout de suite rejoindre votre fauteuil pour la table ronde. Je vais demander aussi à Madame Roselyne Bachelot, s'il vous plaît, de bien vouloir nous rejoindre. Attention à la marche, hein. Ainsi que Martine. Venez. Ainsi que Martine Schreiber, qui est la présidente de la menuiserie Schreiber à Roulin. Philippe Burg, le directeur de l'IUT de Moselle-Est, s'il vous plaît. Ainsi que Marc Zingrave, conseiller régional du Grand Est et premier vice-président de la communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence. En charge notamment du développement économique. Et puis on va profiter un petit peu de cette table ronde pour laisser monter le suspense avant de vous dévoiler l'entreprise lauréate du Grand Prix d'honneur de l'Agglo édition 2024. Et ce n'est pas si souvent qu'on a aussi bien à la tête d'entreprise qu'en politique, qu'on a la chance d'avoir comme ça, et bien pour une fois, autant de femmes que d'hommes sur cette scène. On fait des progrès en termes de parité dans cette soirée aussi, c'est bien. C'est ailleurs que dans la soirée. Alors, honneur aux femmes. Et pour commencer cette table ronde, je vais me permettre de commencer par un clin d'œil à Roselyne Bachelot. Je ne sais pas, je pense que vous ne vous souvenez pas de moi, mais je vais vous avouer un secret. Je me suis déjà agenouillée devant vous. En fait, c'était il y a tout juste 15 ans. Je vais parler exprès lentement parce qu'on a des petites images d'archives à vous montrer. Vous étiez venu à Sarreguemines pour inaugurer l'hôpital Robert Pax. Et en fait, après le coupé de ruban et le dévoilement de la plaque,
Eh bien, vous vous étiez assise pour écrire un petit mot dans le livre d'or et j'en avais profité pour vous interviewer et donc forcément en me mettant à votre hauteur et donc à genoux. La garantie d'avoir un service public hospitalier de qualité et qui préserve d'ailleurs le maillage hospitalier qui est la fierté du paysage sanitaire français. J'avais 15 kilos en moins, hein. Comme j'aime. Est-ce que vous vous souvenez de votre venue à Sarreguemines le 30 janvier 2009 ? Eh bien, je m'en souviens, mais je crois que c'était le 29 janvier. Ah, je ne sais plus. Oui, enfin, c'est un débat de la plus grande importance que je vous demande de saluer avec l'importance que cela reflète. Non, je me souviens évidemment très très bien de l'inauguration de l'hôpital Robert Pax. Je crois même me souvenir qu'il y a 279 lits qui avaient été créés à l'époque. Et on avait quand même foncé, parce que c'était dans le cadre du plan Hôpital 2012, 10 milliards d'euros d'investissement, et le chantier avait été mené à partir du vieil hôpital qui n'était pas amendable en 3 ans, ce qui est quand même un très joli succès. Et véritablement, oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens des élus, je me souviens des cadeaux qu'on m'a fait, je me souviens de tout. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi très important de garder un maillage hospitalier dans nos territoires. Je sais que, et on va en parler dans un instant, que la question de la médecine, du soin, à la fois de la formation des personnels, mais aussi des efforts que vous faites dans cette difficulté qui est de garder des personnels de santé sur tous nos territoires. Vous avez des actions extrêmement novatrices et volontaristes. Et finalement, cet hôpital, il répond aussi. Il est une sorte de vigie pour permettre que notre territoire, vous voyez, je parle en disant notre territoire, puisque je me sens un peu là ce soir l'enfant du pays, pour que notre territoire soit équipé. Alors je disais honneur aux femmes parce que je voudrais qu'on parle aussi un petit peu des femmes et de la place des femmes. À ce moment-là, vous étiez ministre de la Santé et des Sports. Est-ce que c'est un challenge supplémentaire d'être ministre quand on est une femme, encore aujourd'hui ? C'est un challenge, évidemment. D'ailleurs, je me souviens toujours d'un article le lendemain de cette inauguration où un journaliste que par pure bonté d'âme, je ne citerai pas, n'avait parlé que de mon rouge à lèvres fuchsia. Et je me dis, c'est vraiment un gros con, là. Hein, parce que on vient pour inaugurer un équipement de première importance et le type regarde la couleur de mon rouge à lèvres. Mais ça, je l'ai eu tout au long de ma carrière politique. C'est-à-dire, on va regarder un col enfilé, une question de brushing. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne copine qui était présidente de la République islandaise, Vigdis Finnbogadottir, et on lui avait demandé « Est-ce que c'est dur pour une femme de faire de la politique ?» Elle avait répondu « C'est aussi dur que pour un homme, mais nous, en plus, on a le brushing et les collants. » Et ça, je trouve que c'est assez vrai, mais il faut quand même reconnaître que ça évolue positivement. Je dois dire que... Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai été élue, il y a un certain nombre d'années, conseillère départementale, conseillère générale, disait-on, il y avait 6 nouveaux conseillers départementaux. J'étais la plus jeune élue, donc je rentrais la dernière. Et le président du conseil général présentait les élus. Donc on présente les 5 hommes par leur qualité, leur profession, leurs engagements. Je me dis, ça va être mon tour, on va dire du bien de moi. Et je vous présente, messieurs, puisque j'étais la seule femme, je vous présente, messieurs, Madame Bachelot, dont chacun connaît le charmant sourire. C'est toute la présentation à laquelle j'ai eu droit. Mais ça valait en tout cas mieux que la réflexion qui a surgi quand je suis montée pour la première fois à la tribune de l'Assemblée nationale et où un membre de mon groupe a dit « Tiens, voilà le concert des vagins ». Et tout ça, je l'ai subi pendant 40 ans,
Mais ils ne l'ont pas emporté en paradis. On vous fait entièrement confiance pour ça, c'est sûr. Martine Schreiber, vous êtes à la tête de la menuiserie Schreiber à Roulin. Au départ, vous ne vous destiniez pas du tout à ça, mais plutôt à une toute autre carrière. Et puis, vous avez pris la relève de votre père, qui avait à la tête de l'entreprise qui avait été fondée par votre grand-père. Est-ce que ça a été un grand changement pour l'entreprise de se retrouver tout d'un coup dirigée par une femme ? Alors, à vrai dire, je ne me suis jamais posé la question en ce sens-là. En vérité, c'est l'environnement qui me pose ce genre de questions. Mais moi, je ne me suis jamais posé la question, être un homme ou une femme, est-ce que ça pose un problème ? Et je ne pense pas que ça a été mal pris, d'autant plus que ça s'est fait dans une certaine continuité. Et après, de toute façon, quand vous changez un dirigeant, il y a forcément des choses qui changent. Mais je pense aussi que c'est qu'aujourd'hui, on ne dirige pas de la même façon qu'on dirigeait il y a 20 ans, il y a 40 ans ou il y a 60 ans. Donc, il y a forcément une évolution. Mais je ne suis pas tout à fait sûre que ça soit lié à être un homme ou une femme. Mais peut-être. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. C'est quoi qu'il arrive, une histoire de caractère. Est-ce que vous avez l'occasion de côtoyer beaucoup de femmes chefs d'entreprise ? Alors, quand je côtoie mes collègues du bâtiment, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, sur les chefs d'entreprise en général, si, j'en côtoie quand même. Mais pas tellement dans mon domaine du bâtiment. Bon, il va falloir que ça évolue tout ça. On va beaucoup parler d'avenir ce soir. Et pour lancer la discussion, eh bien, je vous propose de regarder d'abord en vidéo quelques exemples de réalisations et de projets en cours qui forgeront l'avenir du territoire. Ancrer les compétences, valoriser les initiatives, développer les services à la population, créer les conditions favorables au développement économique ou encore stimuler l'inclusion sociale sont autant de notions nécessaires et propices à l'attractivité d'un territoire. Pour ce faire, la communauté d'agglo investit en permanence dans de nouveaux services ou équipements, comme le Bliss Park par exemple, un tout nouveau site communautaire qui se veut être un lieu de compétition sportive, de rencontres et de vie. Il sera composé de 3 salles de sport, dont une grande salle multifonctionnelle de 1500 places ou encore une salle d'escrime de 14 pistes. Un parcours sportif de course et de santé sera également aménagé à l'extérieur. Les travaux sont toujours en cours. Budget global du projet, 18 millions d'euros. La construction du bâtiment du nouvel institut de formation en soins infirmiers se poursuit. D'une surface de plus de 2000 m², il sera réparti en 3 blocs reliés entre eux par une coursive. Le nouvel IFSI sera composé de 2 salles plénières, 2 salles dédiées aux travaux pratiques, 2 salles de réunion, de bureaux et de locaux administratifs. L'opération s'élève à 6 millions d'euros, dont 3,6 subventionnés par la région Grand Est. La maîtrise d'ouvrage est portée par la communauté d'agglomération dans le cadre d'une convention avec l'hôpital Robert Pax. La fin des travaux est programmée pour le premier trimestre 2025. On reste dans le domaine de la santé. Les élus de la communauté d'agglomération ont validé un partenariat avec l'hôpital Robert Pax concernant l'achat et le financement d'un robot de chirurgie. Coût de l'opération, 1,4 million d'euros hors taxes. Une acquisition jugée essentielle pour le maintien de la compétitivité et de l'attractivité de l'hôpital général de Sarreguemines. L'hôpital paye ensuite un loyer à l'EPCI pour la mise à disposition de cet équipement. L'agglo démontre qu'elle entend défendre l'offre de soins sur son territoire, mais aussi la développer et assurer de larges services de proximité aux habitants. Ce renforcement des compétences de l'hôpital constitue une garantie de pérennisation des services de soins et de santé présents sur notre territoire. Ce partenariat marque ainsi un engagement de l'agglo dans une nouvelle compétence, confortée par l'élaboration d'un contrat local de santé, le CLS. En effet, sur proposition de l'Agence régionale de santé, les élus de l'agglo ont souhaité s'engager dans l'élaboration d'un contrat local de santé. Il s'agit d'un contrat signé entre la collectivité et l'ARS, mais aussi la sécurité sociale, la région et le département.
Il est élaboré sur la base d'un diagnostic qui identifie les points forts et les points faibles en matière de santé sur le territoire. Une fois le diagnostic et les enjeux posés, les élus, les professionnels de santé et les partenaires institutionnels impliqués définissent des actions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire. L'Agglo s'est donné l'objectif de signer le contrat local de santé d'ici la fin 2025 ou début 2026. Pour faciliter le retour à l'emploi, l'Agglo propose un dispositif d'insertion par l'activité économique, conventionné avec l'État. L'objectif est d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Le chantier d'insertion Confluence Service, créé en 2015, accueille 23 bénéficiaires. Depuis son ouverture, le service était installé dans l'ancien bâtiment Pierron. En 2022, l'Assemblée communautaire a approuvé la construction d'un nouveau bâtiment plus adapté. Ce bâtiment est désormais finalisé. Ces travailleurs sont encadrés par 3 tuteurs techniques et un tuteur socio-professionnel. Le budget annuel de fonctionnement dédié au chantier d'insertion s'est élevé à 540 000 € en 2023, dont 200 000 € financés par l'Agglo. Toujours en matière d'emploi, le territoire de la Moselle-Est a été retenu pour une seconde fois par le programme Territoire d'industrie. 8 intercommunalités voisines du secteur de Sarreguemines s'engagent donc conjointement dans le développement d'actions en matière d'essor économique. La démarche Territoire d'industrie, copilotée par l'État et la région Grand Est, vise à relever les défis de la réindustrialisation, de la décarbonation ou encore de l'innovation. La Moselle-Est et l'Agglo, précurseurs en termes de développement économique, s'inscrivent donc pleinement dans une dynamique française de réindustrialisation et de reconversion du tissu économique. Une attractivité démontrée via de nombreuses annonces d'installation comme celle d'Holosolis à Hambach. Et pour aller travailler, il faut se déplacer. Et pourquoi pas le faire de manière plus écologique, tout en faisant des économies. Dans le cadre de son plan climat et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'Agglo a en effet décidé de soutenir le covoiturage domicile-travail. Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, les travailleurs et habitants de la communauté d'agglomération peuvent s'inscrire sur l'application mobile Blablacar Daily qui met en relation passagers et conducteurs. Pour le passager, le trajet est gratuit. Le conducteur, lui, perçoit 2 € par passager et par trajet. Depuis son lancement en juillet 2022, cette action démontre un franc succès avec 4 400 inscrits, 95 000 trajets cofinancés par l'Agglo, soit 245 000 € versés aux conducteurs par l'Agglo et 510 tonnes de CO2 économisées. Alors, en voiture, Roselyne ? Bon, vous... Bravo. Vous avez vu, Roselyne Bachelot, je ne suis pas la seule à vous faire des clins d'œil ce soir. Il y en a même en vidéo. J'ai l'impression que c'est le club de la mise en boîte, là. Bon, on a vu beaucoup de choses dans ce reportage, mais en tant qu'ancienne ministre de la Santé, je suppose qu'il y a des actions de la communauté d'Agglo qui doivent vous toucher particulièrement. Élaboration d'un contrat local de santé pour lutter notamment contre la désertification médicale, construction d'un nouvel institut de formation en soins infirmiers, financement d'un robot de chirurgie. Est-ce que c'est quelque chose de classique que vous avez vu souvent, ça ? Oui, ce qui est très intéressant dans ce qui a été fait, c'est que tous les partenaires fonctionnent ensemble. Il faut évidemment un pilote, et c'est l'Agence régionale de santé, puisque je suis la maman des ARS. Et pilote parce que c'est une responsabilité dans notre pays, une responsabilité régalienne que d'organiser les équipements en santé, les grands équipements en santé. Mais il ne s'agit pas de le faire contre la population. Et c'est à ça que sert le contrat local de santé, c'est d'impliquer tous les partenaires, non seulement les élus, non seulement les professionnels, mais aussi les citoyens, et en particulier le tissu associatif, qui est extrêmement important. Et aussi d'envisager les évolutions à venir. On a un hôpital qui fonctionne mal parce qu'il assume des fonctions qui ne sont pas les siennes,
effectivement le manque criant dans ce qui est la médecine de proximité, dite improprement médecine de ville, et de l'autre côté, un secteur médico-social de prise en charge des personnes âgées qui n'est pas assez médicalisé. Et il faut absolument libérer l'hôpital de ces deux charges indues. Et tout cela, ça ne peut se faire évidemment qu'avec le conseil régional et dans son pouvoir d'aménagement du territoire, le conseil départemental, car c'est lui qui a la responsabilité des personnes âgées, de leur prise en charge, de l'organisation, et bien sûr au plus près des territoires, dans les communes et dans les intercommunalités, justement pour associer les citoyens, car on ne fait de bonnes politiques de santé qu'en associant les citoyens au plus près. Et vraiment, moi je salue la démarche qui est faite, qui me paraît, je donne la note de 20 sur 20. Waouh! Waouh! Roland Roth, quelque part, le développement économique a toujours été le fer de lance de la communauté d'agglo, Sarreguemines-Confluence. Et en fait, on a l'impression que la santé aussi devient une thématique cruciale pour le territoire. Oui, je crois que nous nous engageons sur une voie parallèle. Effectivement, le développement économique, pour illustrer tout cela très simplement, le développement économique touche l'ensemble de notre population. Les emplois, nous en avons besoin. Il faut que les familles puissent travailler, puissent vivre sereinement sur notre territoire. Et la problématique de la santé va dans le même sens. Chacun d'entre nous se sent concerné par la problématique de santé, qu'on soit âgé, qu'on le soit moins, ou même les jeunes sont amenés à un moment ou à un autre à se faire soigner, et ça fait partie, aux yeux des élus de la communauté d'agglomération, d'un élément d'attractivité supplémentaire pour le territoire. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons démarré il y a bien longtemps déjà. Ça a commencé par l'acquisition d'un scanner. Il y a, à mon avis, une vingtaine d'années. Bon, je ne me souviens plus à quelle date nous avons acheté cet appareil. L'IRM a suivi, le PET-scan a suivi. Nous avons été constructeurs du bâtiment de médecine nucléaire. Nous nous sommes engagés dans le bâtiment qui va abriter donc la formation en soins infirmiers. La dernière acquisition, c'est celle que vous avez vue sur l'écran, était un robot de chirurgie que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, mais qui nous a été demandé par les médecins de l'hôpital de Sarreguemines. Et j'ai très rapidement compris que pour que cet hôpital reste à un niveau de qualité et de technologie suffisante pour notre époque, eh bien, il faut faire ce pas. C'est ce que nous avons fait également, et je pense que personne dans la salle ne le regrettera, et nous sommes prêts à continuer à partir du moment où les besoins se font sentir. Alors, il est vrai qu'il faut y mettre les moyens, mais nous utilisons de l'argent qui vient du contribuable. C'est un excellent moyen de le faire revenir au contribuable. Et puis vous l'avez dit, cette volonté politique, elle se traduit notamment par la construction de bâtiments dédiés. On en a l'exemple en ce moment avec le chantier de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Et Philippe Burg, ce n'est pas la première fois que la communauté d'agglo construit un bâtiment pour l'enseignement supérieur. Et je crois que vos étudiants, en particulier du GACO, en profitent au quotidien. Oui, tout à fait. En fait, avec le micro juste plus près de votre bouche, si vous voulez. Toujours eu un soutien très fort de la communauté d'agglomération vis-à-vis de l'IUT et de l'enseignement supérieur.
Et donc ça remonte au CPER 2007-2013, où il y a eu la construction du bâtiment gestion administrative et commerciale des organisations, qui est un des départements de l'IUT. Donc il existait déjà un département dédié à la logistique, et avait débuté en 2009 ce département GACO, mais sans mur. Déjà à l'intérieur des locaux existants, sauf qu'il fallait de la place. Et donc la communauté d'agglo, dans le cadre de ce CPER, aux côtés évidemment de l'État et de la région par définition, a été maîtrise d'ouvrage pour la construction de ce nouveau bâtiment, aux côtés du conseil départemental, et la communauté d'agglo, aussi bien que le département, a toujours fait le choix historiquement, et pourtant ce n'était pas dans ses attributions au départ, de soutenir l'enseignement supérieur et la formation des jeunes et la formation du supérieur. Et je dois dire qu'en tant que directeur et connaissant l'environnement sur Sarreguemines, on a quand même un potentiel enseignement supérieur qui est assez fort, puisque on a 700 étudiants dans les locaux de l'IUT. Alors, il n'y a pas que les étudiants de l'IUT, il y a aussi la faculté de droit de Metz. Il y a aussi des étudiants de master de mécanique, d'informatique et de mathématiques. Il y a l'INSPE, on a parlé de l'IFSI tout à l'heure. Et si on y ajoute les étudiants de BTS, on est à 1200, 1300 étudiants du supérieur sur une population de 22 000 habitants, si je ne me trompe pas beaucoup. Donc c'est une notion qui dépasse même le cadre d'une simple implantation, c'est une notion de campus. Et ça fait des années avec la communauté d'agglomération, depuis la création de cette IUT de plein exercice en Moselle-Est, que la communauté d'agglomération fait partie du conseil d'administration de l'IUT, la pépinière d'entreprise aussi en fait partie, et donc il y a toujours eu cette relation de confiance et de dynamisation du territoire. Et ce que rappelait Madame Bachelot tout à l'heure, c'est une question aussi de maillage territorial et d'attractivité du territoire. Et puis dernier point, j'en profite aussi parce que ça permet aux étudiants, il y a quand même 35% de boursiers comme étudiants localement, et ça permet de mettre le pied à l'étrier à des jeunes avec peu de moyens financiers. Et puis quand on se rend compte que c'est des étudiants qui fonctionnent bien, qui ont envie d'aller de l'avant, ça leur permet de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir raisonnablement envisager des études à plus longue distance, que ce soit sur la région Lorraine, que ce soit à Metz ou à Nancy ou à Strasbourg, voire plus loin. Donc ça, c'est très encourageant. Et on a toujours eu ce soutien de la communauté d'agglo. Et puis plus récemment, il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a eu des problèmes de place. Et que ce soit la municipalité de Sarreguemines ou la communauté d'agglo, on a su, et le conseil régional au travers du lycée, mettre en place des locaux temporaires pour accueillir les étudiants et respecter les distances sanitaires. Donc il y a toujours eu ce travail qui a été mené. Et demain matin, d'ailleurs, j'ai une réunion avec la communauté d'agglo pour faire le point mensuel sur l'enseignement supérieur. Et non, c'est une belle relation de confiance mutuelle qui crée des jalousies d'ailleurs, mais ça c'est normal, ça c'est bon signe en général. Mais voilà, donc on a toujours eu ce soutien, et c'est vrai que la construction du bâtiment était une nécessité. Et sinon, le département GACO ou le département de logistique n'aurait pas pu avoir cette croissance comme on la connaît actuellement. On sent la reconnaissance. Marc Zingraff, le développement économique et l'enseignement supérieur, ça va de pair ? Alors, ça n'a pas forcément en France, comme à Sarreguemines d'ailleurs, toujours été le cas. Lorsque la France a eu beaucoup de naissances, après les 30 Glorieuses, il y a eu beaucoup d'étudiants. À Sarreguemines, on a même enseigné les lettres, le LEA, etc. Mais c'est un peu les IUT qui ont donné l'exemple. Dans les années 60-66, je crois, à la mise en place des IUT, a lancé le concept de rapprochement de l'enseignement universitaire avec les territoires, avec les entreprises. Et c'est ce concept-là qui a fait école.
Et si je fais un grand pas en avant, si je regarde maintenant, là, en 2024, quand on regarde le schéma d'orientation de l'université, j'étais en réunion de travail avec la présidente de l'Université de Lorraine il y a peu, eh bien, elle tient énormément à ce que l'université soit présente sur les territoires, et j'allais dire jusqu'à de la recherche, d'ailleurs, sur les territoires. Et c'est ce que, au niveau de la communauté d'agglomération, eh bien, nous cherchons à obtenir depuis des années. En tout cas, depuis le début des années 2000, on a vraiment suivi à la lettre ce concept. Philippe Burgue parlait tout à l'heure de l'ENSP. Ben, on a l'ENSP parce qu'on a besoin de bilinguisme sur notre territoire. En matière de droit, on a un master de droit des collectivités transfrontalières. Donc, c'est toujours ciblé avec les besoins que nous avons. Et l'arrivée de l'Osolis que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, et je salue M. Boumvikers qui est là, eh bien, amène de nouveaux besoins. Une nouvelle technologie, c'est de nouveaux besoins nécessaires sur notre territoire. Donc, cette adéquation pour l'ensemble des entreprises qui sont présentes ce soir nous amène à les suivre en permanence dans les besoins de formation. Dans cette vidéo, on ne voyait que quelques exemples des actions qui sont mises en place par la communauté d'Agglo en direction des entreprises. Il y en a beaucoup d'autres, on ne pouvait pas être exhaustif. Martine Schreiber, vous, en tant que chef d'entreprise, quel est le regard que vous portez sur l'attractivité et le dynamisme du territoire ? Alors en termes d'attractivité, effectivement, je vois bien que la communauté d'agglomération a à cœur de toujours avoir des zones et des terrains prêts à accueillir les entreprises. Parce qu'effectivement, une entreprise n'ira pas s'installer si on lui promet que dans 5 ans, il y aura quelque chose de disponible. Donc ça, je pense que c'est indéniable. Si on veut faire venir des entreprises, il faut avoir des lieux pour les accueillir. Mais après, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est que avoir pour nous des centres de formation, des moyens d'enseignement qui proposent notamment des formations en alternance, c'est très intéressant pour nous en matière de recrutement. Parce que le souci qu'on a, c'est qu'un jeune qui va vouloir se former et qui sera obligé d'aller, je ne sais pas, à Metz, à Strasbourg ou plus loin encore, il va difficilement pouvoir financer un logement à l'endroit où il doit faire ses études et à l'endroit où il doit venir en entreprise. Donc pour nous, c'est important qu'il puisse se former sur le lieu, enfin, ou à proximité du lieu où il va dans les entreprises. Et c'est vrai que nous, de façon historique, on a toujours formé des apprentis, des alternants. Et pour nous, du coup, c'est important de pouvoir avoir cette proximité-là. Et puis vous avez fait un choix de territoire aussi. L'entreprise, historiquement, elle était implantée à Ypelin. Vous avez eu besoin de vous agrandir et vous avez choisi de rester dans le secteur et vous avez construit des nouveaux locaux plus grands à Roulin. C'était une volonté de rester ici. Oui, je pense qu'on est originaire du territoire et on ne s'est pas dit on va délocaliser ailleurs, d'autant qu'on avait notre clientèle ici, donc on n'avait aucun intérêt à aller très loin. Nous, on a juste voulu quitter l'endroit où on était parce que les terrains qu'on avait étaient plus assez grands. Et donc, voilà, c'est poser la question justement de trouver un terrain et voilà, de se mettre plutôt dans une zone artisanale parce qu'on était avant au cœur du village. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a regardé, c'était de ne pas être trop loin de nos clients. Donc, et aussi pas trop loin des voies rapides, des autoroutes, pour pouvoir partir rapidement à la pause et pas perdre trop de temps. Roland Roth, l'action de l'Agglo en direction des entreprises, elle est très forte. Oui, et elle nous tient à cœur, d'ailleurs. C'est une action, je dirais, qui est quotidienne. Nous commençons en général par ce qui est le plus naturel, c'est-à-dire un contact humain, dans un sens ou dans un autre. C'est nous qui allons vers les entreprises ou c'est les entreprises qui viennent vers nous pour faire un constat. En général, quand elles viennent, c'est qu'il y a une petite difficulté quelque part. Et à ce moment-là, eh bien, ensemble, nous essayons de trouver la solution au problème.
ces problèmes peuvent être très différents. Donc, par exemple, comme l'exemple qui vient d'être cité en matière de disponibilité foncière pour s'agrandir, donc on cherche un espace qui pourrait convenir à une belle extension d'une menuiserie, par exemple, ou d'une autre activité. Alors, effectivement, le fait d'avoir des terrains disponibles est très important. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure dans mes propos l'obligation pour moi, enfin ça c'est mon avis personnel, de travailler très rapidement sur des espaces d'avenir pour ne pas être à un moment ou à un autre bloqué par rapport à des demandes donc, qui viendraient de la part du milieu économique et qu'on soit obligé de dire mais nous regrettons, mais nous ne pouvons pas vous aider. Ce serait vraiment dommage. Donc voilà notre action. Nous allons beaucoup plus loin puisque pour les plus petites entreprises, nous proposons des aides financières également pour, par exemple, des transformations de locaux, l'acquisition de matériel neuf. Voilà le genre de choses que nous faisons très régulièrement. Donc nous nous sentons très proches du milieu économique. Et puis, au-delà du développement économique, la communauté d'Agglo œuvre pour l'attractivité du territoire de manière générale. Ça passe par l'amélioration du cadre de vie. Et le gros chantier du moment, c'est le Bliss Park. Oui, effectivement. Et là aussi, bon, mais nous sommes dans une logique implacable, puisque l'investissement dans l'activité économique a l'avantage de produire un retour à un moment donné, même si ce retour n'est pas immédiat. Il se fait au bout de 4-5 ans en général, puisque on essaye d'exonérer de taxes les constructeurs sur une certaine durée, mais à un moment, cette opération est profitable à la population au travers des services que nous pouvons rendre avec ces recettes supplémentaires. Nous pouvons améliorer nos services, nous pouvons mettre en place des équipements comme le Bliss Park, qui eux aussi rendent service. Donc c'est un peu un échange. Donc nous investissons dans un premier temps pour des implantations, parce que ça a un coût, et le fait d'avoir des terrains disponibles demande un préfinancement de la collectivité, sans être sûr d'avoir des candidats à un moment ou à un autre pour s'y installer. Mais en retour, ça profite à l'ensemble de la population. Oui, car il n'y a pas que l'emploi qui permet de développer le territoire. Il faut que le cadre de vie, mais aussi, vous avez parlé des formations, des perspectives d'avenir, que tout ça, ça soit attractif pour attirer de manière pérenne les hommes et les femmes de demain. Quelques exemples en vidéo. La communauté d'agglomération investit pour l'enseignement supérieur, la formation et la recherche, afin de favoriser l'avenir des jeunes sur le territoire. La recherche et l'innovation sont au cœur de notre développement. La communauté d'agglomération de Sarreguemines travaille en collaboration avec l'Université de Lorraine, l'IUT Moselle-Est et le laboratoire de génie informatique, de production et de maintenance. Ensemble, ils soutiennent la formation de haut niveau et la recherche en logistique et en ingénierie. Avec le nouveau master 2ISC, 2 parcours spécifiques sont proposés. Le génie des systèmes industriels et l'organisation pilotage des systèmes logistiques. Ces formations innovantes répondent aux besoins des entreprises locales et internationales et ouvrent de nouvelles perspectives pour les étudiants. L'Agglo finance également 3 thèses doctorales investissant 279 000 € sur 5 ans pour propulser la recherche en logistique vers de nouveaux horizons.
Parce que l'excellence est une priorité, l'Agglo investit chaque année près de 312 000 € dans les formations du centre universitaire de Sarreguemines. Pour encourager l'élite juridique de demain, elle soutient les étudiants du Collège Lorrain de droit à hauteur de 250 € par étudiant. L'Agglo est constamment à l'écoute des besoins des entreprises et des institutions académiques pour créer de nouvelles formations adaptées aux enjeux de demain. Chaque année, l'Agglo investit 100 000 € pour promouvoir l'apprentissage de l'allemand dès l'école primaire en participant au dispositif d'assistant par langue. Parce que maîtriser la langue du voisin, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles. Sarreguemines, à travers l'INSPE Lorraine, accueille également le master MEEF, destiné à former les enseignants de demain avec une spécialisation dans l'enseignement de l'allemand. Pour les futurs soignants, une unité d'enseignement optionnelle en allemand est proposée à l'IFSI. Elle permet de renforcer les compétences linguistiques pour mieux répondre aux besoins des patients dans notre région transfrontalière. Nos jeunes méritent de découvrir le monde pour mieux le comprendre. Grâce à un soutien de près de 50 000 € par an, la communauté d'agglomération permet aux collèges et lycées d'organiser des projets pédagogiques, dont des voyages éducatifs à travers l'Europe, avec des destinations comme Fribourg, Vienne, Marseille, Berlin, Cambridge ou Auschwitz. Et pour les étudiants du territoire, une enveloppe de 10 000 € est dédiée à des projets tutorés, favorisant l'initiative, l'apprentissage et l'ouverture culturelle. Le lycée Henri Nominet se réinvente pour mieux accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels. De nouvelles options sont proposées depuis la rentrée 2024, l'une pour les futurs kinésithérapeutes souhaitant poursuivre leurs études à Pirmasens et l'autre en économie et sciences humaines, ouvrant des portes vers des écoles de commerce et Sciences Po. De plus, une antenne de l'Institut de formation d'aides-soignants s'installe au lycée Simon-Lazare. Elle accueille sa première promotion d'apprentis aides-soignants dès cette année, avec une formation en alternance pour mieux répondre aux besoins croissants du secteur. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise Optimas travaille main dans la main avec le CAT La Ruche. Ce partenariat permet à 16 personnes, accompagnées de 2 formateurs, de participer aux activités de préparation de commandes au sein même des locaux d'Optimas. Majoritairement féminine, cette équipe est régulièrement renouvelée, offrant ainsi une chance à de nouveaux venus de se former et de s'intégrer pleinement dans le milieu professionnel. L'UFA Michel Roth agit activement pour favoriser la féminisation des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. En mettant régulièrement en avant les parcours de jeunes femmes lors de concours professionnels, l'UFA encourage l'égalité des chances et inspire d'autres jeunes filles à embrasser ces carrières. Des actions qui visent à briser les stéréotypes dans des secteurs traditionnellement masculins. Depuis septembre 2023, un nouveau diplôme, le CAP PSR, Production et Services en Restauration, est proposé. Il permet à un large public d'accéder au métier de la cuisine et du service, en restauration rapide ou collective. L'UFA s'efforce ainsi de répondre aux besoins du marché tout en promouvant l'intégration professionnelle. Pour répondre aux besoins croissants du secteur du bâtiment, le CFA BTP de Sarreguemines a vu le jour sous l'impulsion de la Fédération du BTP de la Moselle. Il est installé dans des locaux modernes de 900 m², dotés d'ateliers, de bureaux et de salles de cours. Les formations proposées couvrent des métiers essentiels comme la peinture, la plâtrerie, la maçonnerie, le carrelage et le génie climatique. Aujourd'hui, près de 100 apprenants, dont 5 femmes, sont formés dans ces métiers. Avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 160 apprenants, le CFA BTP continue de croître pour répondre aux besoins du territoire. Avec détermination, l'Agglo continue de tracer un chemin vers l'avenir, des hommes et des femmes pour le territoire, ensemble pour un avenir plus inclusif, plus innovant et plus ambitieux. Ça bouge dans toutes les formations. Du coup, Philippe Burg, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que l'IUT est en constante évolution ? Il se doit d'être en constante évolution. Il y a eu des réformes, on a une
nouveau diplôme qui est encore plus agile que le précédent. Comme le rappelait Marc Zingraff, les IUT, ça date depuis 1966. C'était à l'initiative du ministère de l'Industrie et de l'Éducation nationale. Et puis, ça n'a jamais été dépoussiéré. Donc, au bout de 50 ans, le ministère nous a demandé de révolutionner un peu le système. Donc, on est passé à Bac+3, ce qui a été un sacré challenge dans un délai extrêmement contraint. Mais c'est une formation qui répond plus encore aux besoins des entreprises, puisqu'on n'est plus sur des disciplines, mais sur des compétences. Et puis, on a quand même un IUT, et pour la plupart des IUT, des pourcentages d'étudiants qui suivent leur cursus en apprentissage. Nous, par exemple, on est à 40%. Donc, on est vraiment en lien avec les entreprises, et j'espère qu'on pourra continuer à faire de l'apprentissage et qu'il n'y aura pas de décision politique allant à l'encontre. Pour nous, mais je pense aussi pour les entreprises, mais je ne vais pas parler à leur place, parce que c'est un moyen d'employabilité qui est considérable pour les jeunes. Et le but de les former, c'est quand même un emploi à l'issue. Même si l'enseignement supérieur va bien au-delà de la formation, et c'est aussi un élément d'émancipation, et ça fait les citoyens de demain. Mais voilà, donc les formations se doivent d'évoluer en permanence, d'où le contact important avec les entreprises. On le voit dans le cadre du groupe de travail sur le projet Holosolis, où il y a des demandes, où on doit s'adapter. Et on a la possibilité de s'adapter, puisqu'on a des formations qui sont, comme on dit, agiles, qui peuvent être modifiées un petit peu à la carte. Et puis, c'est répondre aussi, pas que sur des gros projets comme celui qui vient d'être évoqué, mais aussi pour répondre à des besoins pour des petites ou moyennes entreprises. Donc ça, c'est important d'avoir ce lien-là avec le tissu économique. Et vous posiez la question tout à l'heure à Marc Zingraff sur la relation enseignement supérieur et entreprise. Il est évident parce que on accueille des enseignants-chercheurs, parce qu'on développe de l'innovation, et c'est un apport aussi pour le tissu industriel. Donc c'est une relation qui va dans les deux sens. Il y a la formation continue aussi. Former les personnels des entreprises et faire évoluer. Tout ce qui est validation des acquis de l'expérience aussi, c'est important. Voilà, donc on se doit effectivement de s'adapter en permanence. Évoluer, innover, s'adapter, créer des nouvelles formations. Marc Zingraff, est-ce que c'est un objectif ? Mais je crois tout simplement qu'il s'agisse d'enseignement supérieur ou de développement économique, l'évolution, c'est quelque chose de très darwinien, hein, c'est-à-dire que celui qui ne s'adapte pas, il disparaît, tout simplement. C'est la théorie de Darwin, et je pense que c'est quelque chose qui est dans l'ADN des uns et des autres. Donc nous sommes évidemment toujours, comme Roland le disait, dans cette nécessité d'avoir une petite longueur d'avance, de voir venir les choses, de proposer des formations, des enseignements qui soient là au moment où il le faut. C'est la raison pour laquelle, si je prends l'exemple de Holosolis, c'est bien avant la production, avant la construction, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut se poser les bonnes questions pour tout le territoire, pas seulement, Philippe l'a dit tout à l'heure, pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a tout un bassin de vie et d'emploi auquel il faut répondre dans cette évolution. Mais nous sommes constamment à la recherche de ce qu'il faut qu'on propose dès demain, et ça se prépare dès aujourd'hui. Voilà, et je crois que c'est extrêmement important. On a vu des changements, ce que Philippe a dit en passant, moi je trouve que c'est une vraie révolution, et là aussi l'IUT a été à l'origine de cette petite révolution, c'est d'introduire la formation par alternance ou par apprentissage au niveau universitaire. Ça, c'est une vraie révolution dans les pratiques, hein, parce que ça a vraiment bousculé ce qu'on avait comme représentation de la question universitaire en tête. Et pourtant, c'était une adaptation aux besoins des entreprises. Donc je pense que c'est viscéralement nécessaire que de proposer constamment des choses nouvelles, des concepts aussi, également dans ce qui est autour de la formation. Philippe a utilisé le terme de campus avant, raisonner en termes de campus aujourd'hui, c'est-à-dire considérer qu'il y a une réponse apportée au territoire dans un ensemble de vie valorisant pour les jeunes qui entrent en formation et qui vont se répartir sur le tissu des entreprises du territoire.
Il faut que ce soit valorisant. Et revenir vers les territoires, c'est aussi une petite révolution. Je le disais tout à l'heure, lorsque le BTP se rapproche de Sarreguemines pour proposer eh bien, quelque chose, c'est une petite révolution, eh bien, parce que c'est reconnaître au territoire qu'il y a une plus-value à trouver sur les territoires en matière d'enseignement supérieur. Et Martine Schreiber, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous contribuez à la formation en accueillant des apprentis. Est-ce que la relève est assurée ? Oui, je pense que la relève est assurée et une relève issue de l'apprentissage, justement. Donc, c'est pour ça que je mets d'autant plus l'accent sur ce côté formation qui est vraiment très important. Et ce qui va permettre de contribuer à ce que les entreprises continuent d'évoluer et de se développer. Il faut dire que l'actualité des entreprises du secteur est intense, preuve s'il en était besoin qu'on est au cœur d'un territoire d'avenir. Et on voit ici un aperçu en images avec des projets de développement économique. L'organisation de cette soirée Entreprise élue 2024 est un nouvel exemple de l'importance que la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence accorde au développement économique. Le bilan des actions menées depuis 1 an illustre davantage l'énergie déployée par la structure intercommunale pour développer le territoire et son tissu économique. Depuis plus de 30 ans à Sarreguemines, Espace Entreprise accompagne la création et le développement des entreprises locales. Elle propose des services de conseil, de l'hébergement pour le démarrage des entreprises, halls, bureaux, salles de réunion et une aide à la recherche de subventions. Espace Entreprise facilite également l'implantation des entreprises qu'elle héberge sur les zones de l'agglo. 3 entreprises quitteront prochainement la pépinière pour rejoindre une zone d'activité de l'agglo. TSS Métal, spécialisée dans la maintenance industrielle, la serrurerie et la métallerie, va construire un bâtiment de 1100 m² sur une parcelle de 88 arts sur le parc d'activités de Woustviller. Vent France, experte en abrasifs et outils de polissage, va réaliser un bâtiment artisanal de 355 m² sur un terrain de 36 arts, toujours sur le parc d'activités de Woustviller. Froid Est Énergie, spécialisée dans la climatisation, les chambres froides, le chauffage et les panneaux solaires, va s'implanter sur la zone artisanale de Roulin avec un bâtiment de 1000 m² sur une parcelle de 63 arts. Parmi les récents projets de cession de terrain sur les zones d'activité de la communauté d'agglomération, Holosolis a réservé un terrain de 50 hectares sur l'Europole pour y construire une méga-usine de fabrication de modules et cellules photovoltaïques. Desgreen, spécialisé dans les travaux paysagers, a construit un bâtiment de 600 m² et 200 m² de box sur un terrain de 50 arts sur le parc d'activités de Woustviller. Chaîne de l'Est, historiquement implantée à Ambach, continue son développement sur le parc d'activités de Woustviller après sa précédente acquisition en 2023 en achetant un nouveau terrain d'1 hectare. Plusieurs entreprises locales étendent leurs sites de production ou de stockage. Autonfait, spécialisé dans la transformation de tubes et de tôles, agrandit ses installations de 6000 m² sur la zone industrielle de Rémelfin pour ajouter un hall de peinture, de soudage et de stockage. Toussaint, distributeur de solutions d'hygiène pour professionnels, finalise une extension de 2700 m² pour du stockage et un showroom sur le parc d'activités de Woustviller. Sarplast, spécialiste de pièces techniques et d'aspects en plastique injecté, crée une extension destinée au stockage de 350 m² en zone industrielle de Sarreguemines. Transport Kimel a construit un nouveau hall logistique de 12 000 m² en zone industrielle de Sarreguemines. Lubatex, distributeur de batteries et lubrifiants, ajoute 2776 m² de stockage en zone industrielle de Sarreguemines, tout comme IT Plast, spécialisé dans l'injection plastique, avec la création de 900 m² supplémentaires. Est Industrie, spécialiste dans les chaudières industrielles et les équipements sous pression, construit quant à elle une extension de 5872 m² pour de la fabrication et du stockage en zone industrielle de Sarralbe. Entraide, emploi, industrie et environnement, entreprise adaptée spécialisée dans la mise à disposition de personnel, s'installe chez Espace Entreprise avec un effectif de 6 personnes.
Coléas, créée en 2022, est spécialisée dans le nettoyage et la maintenance des séchoirs à grains. Elle s'installe sur l'Europole de Hambach avec un effectif de 5 personnes. La SEML, outil d'investissement immobilier de la communauté d'agglomération, soutient le développement économique du territoire avec 3 nouveaux projets. Optimas se développe sur l'Europole de Sarreguemines avec un nouveau bâtiment de 7300 m². Ce projet de 8,5 millions d'euros renforce les capacités de l'entreprise dans les solutions de fixation et de chaînes d'approvisionnement. Continental bénéficie d'une extension de 6000 m² pour améliorer sa logistique. Ce projet de 6 millions d'euros comprend une installation photovoltaïque en toiture. À Woestwiller, un nouveau bâtiment relais d'accueil d'entreprise de 1820 m² est en construction. Le parc d'activités de Woestwiller présente une situation très favorable en raison de sa proximité des grandes infrastructures routières. Le savoir-faire local est illustré par des projets innovants tels que Secal, qui a conçu des équipements pour la nouvelle usine Airbus et la fusée Ariane 6. Sarplast a obtenu un marché pour produire des pièces plastiques pour le nouveau Master de Renault. Est Industrie est engagé dans la construction de 2 lignes d'incinération de déchets dans le Pas-de-Calais pour un montant de 42 millions d'euros. Optimas participe à la construction des tunnels du Grand Paris en fournissant des éléments de fixation. Optimum a conçu et fabriqué une cellule robotisée pour la production d'aimants géants. Tous ces projets sont des exemples qui démontrent que la communauté d'agglo, au travers de ses zones d'activité, confirme son attractivité et son dynamisme, offrant aux entreprises un cadre favorable pour leur développement et contribuant à la croissance économique du territoire. Et oui, on n'est pas du tout dans un inventaire à la Prévert. Toutes ces évolutions concordent, elles sont le reflet du dynamisme des entreprises du territoire. Marc Zingrave, quel est le regard que vous portez sur toutes ces actualités des entreprises en termes de développement économique ? Alors d'abord, je pense que c'est du dynamisme et que le dynamisme appelle le dynamisme. Je crois que c'est important. On est dans un rythme sur notre territoire. Et je pense à un exemple que j'ai vu en réunion à la région l'autre jour. La Lorraine se distingue par le nombre de projets qu'elle porte en ce moment. On est largement en tête en région Grand Est sur les 3 ou 4 dernières années, mais on est à 10 fois le nombre de projets qu'on avait précédemment et on est loin devant les autres régions. Alors tout ça, ça se travaille. Je crois qu'il ne faut jamais se reposer sur nos lauriers. Il faut profiter de ce dynamisme, mais j'ai envie d'ajouter que c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde est concerné. On a vu ce soir tous les acteurs qui interviennent pour que finalement le développement économique fonctionne. Et ça commence chez l'individu en tant que tel. En tant que maire de Sarreguemines, je vois par exemple l'effort que font certains pour créer de l'hébergement chez eux, en créant un appartement en plus ou en retapant une maison qui va permettre d'accueillir des employés demain qui arriveraient sur Sarreguemines. Ça commence du côté de l'individu et puis c'est l'affaire des collectivités, de la collectivité de proximité, de la communauté d'agglomération. On en a beaucoup parlé, du département, de la région. Il faut se sentir soutenu par l'État, monsieur le sous-préfet, évidemment. Et nous avons besoin aussi de l'écho des instances européennes, aujourd'hui plus que jamais, dans le monde aujourd'hui, pour développer un certain nombre de nos actions. C'est toute une mécanique qui, lorsqu'elle tourne bien, eh bien, repose sur les mérites de tout un chacun. Et vous, Martine Schreiber, du côté de votre menuiserie, est-ce qu'il y a des projets? Quels sont les challenges du moment? Le challenge du moment, déjà, c'est de réussir à conserver les emplois et les compétences qu'on a au sein de nos entreprises. Ça, c'est l'aspect numéro 1. Après, comme on a la nécessité d'avoir des produits qui sont de plus en plus performants, de plus en plus techniques, ça suppose aussi des investissements constants. Et c'est vrai qu'on est dans des métiers où si on n'est pas en investissement perpétuel, une fois qu'on a raté le coche, c'est fini. On n'arrive plus à revenir pour rattraper tout ça, sachant que on a besoin de toujours avoir une certaine flexibilité parce que finalement, on ne sait jamais
comment va évoluer l'avenir, etc. Et des fois, on pourrait être tenté de se dire on va abandonner une petite partie de l'activité parce qu'elle est peut-être moins rentable qu'une autre, mais qu'on se rend compte quelques années plus tard que, en fait, non, on a bien fait de garder ce savoir-faire parce que finalement, c'est important aujourd'hui. Et donc, tout le défi, voilà, c'est de réussir à garder un savoir-faire technique et aussi d'avoir les investissements machines qui sont là pour répondre à tous ces besoins. Mais du coup, comment on fait pour être à la fois innovant et compétitif ? Alors, la compétitivité, effectivement, elle va être liée aux investissements qui doivent être, on va dire, judicieux et bien réfléchis. Et ensuite, l'innovation, c'est au sein de l'entreprise qu'on va la trouver essentiellement. Mais ça suppose effectivement d'avoir des personnels formés, des personnels motivés qui ont envie de s'y investir. Et là-dedans, la communauté d'Aglo a aussi un rôle à jouer, Roland Roth, pour accompagner les entreprises. Il y a d'un côté les décisions politiques, et puis sur le terrain, il y a espace entreprise, et tout ça, ça forme un tout ? Oui, on peut voir espace entreprise comme un de nos outils, et un outil relativement efficace qui... on peut se partager en deux volets. Il y a la partie, ça a été bien expliqué d'ailleurs, d'accueil des créateurs d'entreprises. Donc, autrement dit, ce sont des jeunes chefs d'entreprise qui veulent s'essayer dans leur activité. Donc, on leur met à disposition des locaux. On les soutient pour tout ce qui est gestion, pour tout ce qui est fiscalité, etc. Donc, ils ne sont pas forcément formés à tout. Ils se soucient avant tout de leur production pour ensuite pouvoir se développer. Alors l'idée de base est bien entendu que ces petites cellules qui vont grandir au niveau d'espace entreprise aillent ensuite s'installer sur les zones d'activité de la communauté d'Aglo. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Ça, c'est un volet d'espace entreprise. Le deuxième est lié au développement économique en lui-même, puisque l'espace entreprise a la mission d'établir le lien que j'évoquais tout à l'heure entre notre administration et puis les entreprises. Donc, au travers d'espaces entreprises, s'établissent des dialogues entre les industriels et notre collectivité. Donc, c'est un bel outil qui fonctionne bien, qui demande d'ailleurs un suivi rigoureux. Chez eux aussi, on instruit les dossiers de demande de subvention, par exemple, qu'on attribue à des commerçants, par exemple, qui envisagent de transformer un peu leurs locaux, par exemple. Mais il y a d'autres situations où nous réagissons également par une aide. Donc voilà, globalement, le travail d'espace entreprise. Nous nous adressons ici à des petites, parfois moyennes entreprises. Bon, ensuite, il y a le volet des grosses implantations, des grosses unités qui se traitent un peu différemment. Puisque ça dépasse souvent les possibilités d'espace entreprise pour répondre à la demande. Mais beaucoup d'actions sur le terrain aussi. Roselyne Bachelot, avec tout ce que vous avez vu et entendu ce soir, quel est le regard que vous portez sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ? Vraiment, je suis extrêmement admirative et vous avez souligné le fait que cette réalisation, ce territoire, était exceptionnel et faisait la course en tête. Mais ce qui est très important, c'est de voir qu'on ne peut pas avancer avec un seul secteur. On ne peut pas courir tout seul dans le couloir. Il faut vraiment
que tout marche ensemble. J'ai été très impressionné, par exemple, de voir qu'il faut de la culture. Et l'ancienne ministre de la Culture que je suis sait à quel point ce maillage est important. Ce fait de se parler, en plus dans une région qui travaille vraiment en binational. À quoi ça sert de faire de l'activité économique si, dans ce bassin d'emploi, on ne sait pas parler allemand? C'est évidemment extrêmement important. À quoi ça sert de former des infirmiers, des infirmières dans un IFSI, alors qu'on sait très bien que 50% des étudiants qui découvrent la maladie et la mort dans un choc épouvantable qu'on a du mal à affronter dans nos civilisations, dans nos sociétés modernes, s'ils ne trouvent pas à l'alentour de leur formation des gens bienveillants, formés, des équipements. À quoi ça sert de se dire qu'on va laisser sur le côté les personnes handicapées? C'est un des engagements de ma vie. Je suis au conseil d'administration de beaucoup d'institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées, je revendique le mot. On a tous, beaucoup d'entre nous ont vu le film Un petit truc en plus d'Artus. Voilà, il faut aussi que cette société, elle soit inclusive. Et j'ai entendu très souvent dans les interventions ce mot d'inclusion. À quoi ça sert de faire de l'activité économique si finalement on se contente de dire, eh bien, les femmes ne seront que sur une partie de ce secteur économique. Les possibilités de choix seront moins fortes pour elles que pour les hommes. Et vraiment, la façon presque, je dirais, c'est de la tapisserie aux petits points que vous faites, Monsieur le Président. C'est-à-dire, vous avez, dans ce puzzle, mis toutes les pièces en place. Les grands projets, comme ce projet de 1000 emplois, considérable, mais qui va mobiliser l'ensemble de la société, puisque finalement, il faudra leur trouver des logements, il faudra leur trouver des écoles, il faudra leur trouver un maillage commercial, il faudra faire en sorte que s'ils ont des parents âgés, ils puissent être aidés, s'ils ont un enfant handicapé, ils puissent le recevoir et l'aider et lui permettre de faire son parcours. Et vraiment, vous êtes un sacré laboratoire, hein ? J'ai envie de vous amener des gens là chez vous pour qu'ils vous copient. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, non? Bravo, bravo vraiment. Je vais vous remercier tous d'avoir participé à cette table ronde. Et puis, je vais vous proposer, Martine Schreiber et Philippe Burg, de rejoindre déjà votre place au premier rang, parce que la remise de prix, elle va avoir lieu juste devant vos fauteuils. C'est pas... Comme dit Trump, vous êtes virés. Oui, c'est ça. C'est le soir de l'année où je fais entrer et sortir les gens de scène. J'en profite, c'est la seule fois dans l'année. Oui, vous allez participer à la remise de prix, parce qu'en plus, Roland Roth va y aller avec son micro. Mais avant ça, on va vous faire découvrir le lauréat de cette année. Vous allez le découvrir en vidéo. L'entreprise Eberhardt est née en 1930 à Woestwiller avec une simple activité de transport de matériaux pour la construction. Mais au fil des décennies, la petite entreprise familiale s'agrandit, portée par plusieurs générations. Eberhardt a été créé par le grand-père Louis Eberhardt en 1930. Il s'est lancé dans la livraison de matériaux de construction. À l'époque, c'était du sable, du ciment, du gravier et de la pierre à bâtir. Le tournant a eu lieu dans les années 60. Les deux fils, Louis et Marcel, rejoignent l'entreprise et diversifient son activité. On y produit toujours des matériaux et de l'aggloméré. Mais c'est le regain d'intérêt pour la pierre ornementale qui va permettre de propulser les affaires. Le grès des Vosges, la pierre locale, redevenait intéressant. Ils ont donc pris cette occasion pour ouvrir un atelier de taille de pierre et de découpe de pierre et réouvrir la carrière familiale de grès des Vosges à Marquevillers en Alsace dans le 67.
Aujourd'hui, l'entreprise se spécialise dans la transformation de pierres naturelles pour des applications décoratives et variées. Aujourd'hui, nos ateliers fabriquent principalement des produits de décoration, des escaliers, des plans de cuisine, des plans de salle de bain, de la façade, de l'escalier en pierre, tout ce qu'on peut s'imaginer en pierre, marbre et granit. On a un atelier en Bourgogne également qui produit donc du dallage en pierre de Bourgogne. Et après, il y a une très très grosse activité de négoce de pierre, d'importation de pierre. Et cette pierre est donc distribuée chez les redistributeurs, chez les revendeurs de pierre, mais également chez le particulier à travers nos boutiques et chez les professionnels qui sont par exemple les paysagistes. C'est justement cette ouverture aux marchés internationaux qui a permis à l'entreprise de démontrer tout son talent. Elle a su transformer son expérience dans la pierre locale en un véritable atout pour répondre aux attentes de ses clients et proposer des créations à l'esthétisme unique. On savait travailler une pierre locale, monocouleur, monoproduit, pas très dur, très compliqué à travailler. Et cette expérience nous a servi quand du jour au lendemain, on a eu accès à des carrières du monde entier. Donc on pouvait choisir des couleurs, des duretés, des finitions et ça nous a ouvert un terrain de jeu énorme. Aujourd'hui, Eberhard entre dans une nouvelle phase de son histoire. En s'appuyant sur le savoir-faire et les valeurs héritées, l'entreprise vise à élargir son champ d'action et à atteindre de nouveaux objectifs, notamment dans le digital. Avec la nouvelle génération, on va déjà essayer de devenir un acteur important sur la vente en ligne. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille et on est en train de faire un investissement important de ce côté-là. Et on va dire qu'aujourd'hui, les magasins minéraux qui sont au nombre de 7 et qui sont quand même bien éparpillés sur le secteur, on ne va pas se cacher que la cible, c'est de devenir quand même un des leaders de la distribution de pierres naturelles sur le marché français. Fort d'une tradition familiale solide et d'une expertise reconnue dans le domaine, Eberhard s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché de la pierre naturelle. L'entreprise a su allier savoir-faire artisanal et innovation, le tout en préservant l'élément le plus cher à son cœur, l'authenticité. Bravo, bravo Eberhard. Est-ce que le lauréat peut nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît ? Monsieur Eberhard, c'est avec un grand plaisir que je vous remets donc le Grand Prix d'honneur 2024 de la communauté d'agglomération. Vous l'avez bien mérité. Je connais un peu votre activité. Bon, j'étais client plus d'une fois déjà, donc je connais ce que vous faites et ce que vous faites surtout bien. Il y a une chose qui m'a choqué, je vous le dis, parce qu'on m'a fourni un papier sur lequel il y avait quelques chantiers remarquables. Et bon, sur cette liste, il y en avait 3. Si je me trompe pas, c'est à Djerba, vous avez fait l'aéroport, voilà. Vous avez fait un travail en Bourgogne également. Devinez pourquoi, en Bourgogne. Et puis à Strasbourg également, non? Oui, c'est ça. Et puis, il me manquait un chantier qui me tenait beaucoup à cœur à l'époque. Vous savez lequel? Voilà, donc vous n'y êtes pour rien, mais je voulais le préciser puisque c'est cette entreprise qui s'est occupée à l'époque de la restauration du château Hutschneider dans lequel est installée aujourd'hui la communauté d'agglomération. Et comme j'étais vice-président à cette époque-là, chargé du suivi du chantier, donc j'apparaissais une fois par semaine aux réunions de chantier où on se voyait avec le papa également. Et j'étais toujours admiratif devant le travail qui a été réalisé sur ce chantier, sur ce bâtiment, où il y a énormément de pierres taillées en grès. En grès local, oui. Voilà, en grès local. Et
j'ai trouvé que le travail réalisé était extraordinaire. Donc, avec un peu de recul, merci. maintenant, je vous remercie encore pour ce boulot. Voilà. Merci à tous. Merci. Il ne s'agit de pas le lâcher. Hein. Bonsoir à tous, chers collègues entrepreneurs et chers élus. En tous les cas, je suis très honoré par cette remise de trophée, hein, vraiment très honoré, mais aussi très honoré pour l'équipe dirigeante qui m'entoure, qui est plutôt une équipe jeune, et que forcément, ça va les encourager, ça va les booster, parce qu'ils sont beaucoup investis avec nous, on a fait beaucoup d'investissements ces dernières années, et puis d'avoir un petit honneur comme ça ne fait pas de mal, et puis effectivement, je vous remercie, et je vous remercie aussi de leur part. J'ai vu que le film a plus ou moins tout dit. J'ai peut-être un petit point à rajouter. C'est vrai que sur 90 ans, on ne va pas faire le retour de l'ensemble, surtout aussi proche du buffet, où je pense que beaucoup de personnes viennent nerveux. Mais je veux peut-être juste effectivement parler vous avez entendu parler un moment de ces magasins Minéral. Il y a une dizaine d'années, on a créé cette marque Minéral. C'était de nos propres magasins de développement, de négoce, de distribution de pierres naturelles spécialisés. C'est des magasins donc dédiés que à la vente de pierres naturelles, les produits qu'on fabrique en Bourgogne, les produits qu'on fabrique dans nos ateliers ou tous les produits qu'on importe. Et on avait démarré en 2013 avec l'ouverture de 4 magasins, Thionville, Nancy, Strasbourg et Saarbrücken en Allemagne. Et il y a 3 ans, on a continué avec Beaune, en Bourgogne, la Doisy-Régnier, exactement, sur la route des Grands Crus, entre Beaune et Nuit-Saint-Georges. Et un autre magasin à Givors, Lyon-Sud, qui nous permet aussi de faire des importations de conteneurs à travers Fos-sur-Mer, Marseille, alors que nous, ici, les conteneurs arrivent plutôt par Anvers. Voilà, donc c'était important de dire que ça, c'était un petit peu notre nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, tous les produits partent de Vouswiller, tous les produits sont pratiquement fabriqués à Vouswiller ou en Bourgogne, et c'est ce type de magasin qu'on a mis en place qui devrait, pour les générations à venir, être le point de développement. Voilà. Bravo. Voilà. Alors, je vous propose de le laisser provisoirement en sécurité. En plus, vous pourrez boire un coup tranquillement tout à l'heure et de le récupérer tout à l'heure. Et puis, je vais vous proposer, du coup, avec le président et le premier vice-président, de regagner les gradins, parce qu'on va avoir une très belle conclusion maintenant de Roselyne Bachelot au pupitre pour conclure cette magnifique soirée. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, vous inaugurez votre fonction au sein d'un territoire qui suscite l'admiration. Vous avez beaucoup de chance d'être le représentant de l'État sur ce territoire modèle. Monsieur le Président, Monsieur le maire de Sarreguemines, Mesdames et Messieurs les maires, très nombreux, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du député dont nous avons compris qu'il était dans cette période budgétaire retenue à l'Assemblée nationale, j'ai trouvé très intéressant et très important, et vous aussi sans doute, d'avoir mis cette soirée sous le signe du lien entre les entreprises, les entrepreneurs et les élus. Car on se rend compte, moi qui suis une vieille bête, il y a plus de 45 ans que j'ai des fonctions électives, à quel point ce sont 2 mondes qui s'ignorent le plus souvent et qui parfois même se méprisent. Et pourtant, on l'a vu quand il y a un petit effet Larsen, là. Bon,
C'est pas grave, on va continuer. Hein. On se rend compte à travers l'exemple de Sarreguemines-Confluence à quel point, quand on a décidé de marcher ensemble, eh bien on fait vivre un territoire et on le fait vibrer. Oh, je vois la technique qui s'approche. Voilà. Vous êtes un magicien. Il est bien, hein. Et quelquefois, cette méconnaissance peut prendre un aspect ridicule. Quand on veut, dans certains milieux politiques, dénigrer quelqu'un, on dit qu'il veut faire de l'hôpital ou de telle administration une entreprise. Après tout, si certaines administrations étaient gérées comme le sont des entreprises, on n'y verrait peut-être que des avantages. Si vous voulez déconsidérer un homme ou une femme politique, vous dites maintenant qu'il est pro-business. Je suis quand même un peu saisi de voir que ça devient une critique, alors que justement, créer de l'emploi, créer des parcours de formation, créer des possibilités de progression dans sa carrière pour vivre soi, être dans la cité, faire vivre sa famille, ses enfants, ça ne devrait pas être un reproche qu'on effectue. Mais je voudrais vous emmener ce soir peut-être un peu plus loin, hors de nos frontières, pour que nous réfléchissions ensemble comment on peut faire marcher un peu mieux cette société dans laquelle nous avons le sentiment de vivre des fractures, des insatisfactions, des anxiétés. Il y a deux événements qui ont secoué l'opinion internationale. Ce sont les inondations dramatiques en Espagne à la fin de la semaine dernière et l'élection du nouveau président, du nouveau très ancien président des États-Unis. Et finalement, prenons le premier événement, les inondations en Espagne. Nous voyons à quel point, à travers ces inondations en Espagne, fixer de façon fine et cohérente les responsabilités de chacun des intervenants, l'État, les collectivités territoriales, le tissu associatif, le tissu professionnel, est important. Et que nous vivons sans doute dans un brouillard institutionnel qui doit nous amener à réfléchir. J'ai eu à gérer avec l'Espagne, quand j'étais ministre de l'écologie, la catastrophe du Prestige, ce pétrolier qui s'était échoué au large de la Corogne. Et bien entendu, j'avais à gérer cela et je voulais envoyer un petit bathyscaphe, un Nautilus, géré par l'Ifremer. Et je me suis trouvé devant une société décentralisée totalement et désorganisée, avec un ministre de l'Environnement, Jaume Matas, totalement impuissant, et un président de région de Galice, Manuel Fraga Iribarne, totalement indifférent. J'étais sur la plage de la Corogne, avec les habitants. Il y avait ça d'épaisseur de mazout sur la plage, dans lequel se débattaient des oiseaux qui ne pouvaient pas se tirer de ce piège mortel. Et les habitants de la Corogne, ils étaient là, et ils pleuraient devant l'abandon d'un État central désarmé et d'un président de région qui était loin, très loin. Je suis allé ensuite visiter Manuel Fraga Iribarne. Il m'a parlé pendant 1 heure de sa dernière partie de chasse. Et j'étais accompagné par notre ambassadeur, Olivier Schramek, l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Et je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, cet homme sera battu aux prochaines élections. Et il m'a dit, c'est impossible. Manuel Fraga Iribarne, c'est un vieux franquiste installé dans la région de Galice depuis des dizaines d'années, il est imbattable. Eh bien, les élections qui ont suivi, Manuel Fraga Iribarne, il a été battu. Et c'est sans doute ça, la leçon qu'il faut tirer de ces inondations, car
on a le sentiment que rien n'a été appris. 22 ans après, il y a un État central qui a donné l'alerte, mais qui n'a pas été suivi par les pouvoirs locaux, des pouvoirs locaux qui se sont trouvés totalement désarmés à nouveau, et la séquence a été implacable. La sidération, la solidarité et la mise en cause des pouvoirs publics. Et si nous ne prenons pas exemple sur ce qui se passe à Sarreguemines-Confluence dans notre pays, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble sans se marcher sur les pieds les uns des autres, on n'aura rien compris. On ne fera pas avancer notre pays. Le deuxième événement mondialement aspecté a été celui de l'élection de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme constatation de cette élection pour nous, pour notre réflexion de ce soir, de cette France et de cette Europe que nous voulons faire ensemble, pour nous et pour nos enfants? D'abord, que l'espace médiatique a été totalement saturé, occupé par un candidat qui l'a peuplé de ses injures, de ses outrances, qui en a fait un torrent de merde sur lequel flottaient quelques étrons. Et si nous n'y prenons pas garde, ces ingénieurs du chaos, ils peuvent gagner apparemment, mais ils vont créer une société où les Français vont se dresser les uns contre les autres. Quels que soient les bénéfices politiques que certains ou certaines pourraient en tirer, prenons garde à ne pas saturer cet espace médiatique dans l'irrespect des uns et des autres. Et finalement, l'antidote, vous nous l'avez donné. Il n'y a pas eu un gramme ce soir d'opposition politique, de rejet des uns, de rejet des autres. La deuxième leçon, c'est qu'il faut refuser la segmentation du discours politique. La force de Donald Trump, c'est qu'il a voulu parler à tous les Américains. Et on l'a vu, depuis un certain temps, les hommes et les femmes politiques de ce pays ont décidé de ne parler peut-être qu'aux femmes, et les hommes se sentent rejetés, de ne parler qu'à certaines personnes et à travers leur origine ethnique, et les autres se sentent rejetés, de ne parler qu'à des minorités sexuelles, et tant d'autres se sentent rejetés. Donc il faut, à travers ce débat, créer une communauté, à travers ces débats que nous menons, et on vient de le dire, bâtir un projet où chacun se sentira accueilli, les femmes, les handicapés, et de se dire que nous en profiterons tous. Et puis la troisième leçon, c'est que vraiment, à tirer de cette élection, c'est que la pipelisation, ça sert à rien. C'est les vrais gens qui comptent. Et c'est pas Beyoncé, Taylor Swift. Ça donne quoi? Ça donne le sentiment que ces gens-là sont pas comme nous, évidemment. Et ils viennent nous dire ce qu'il faut penser. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que d'avoir de la peine à remplir son frigo à la fin du mois et parfois même à partir du 10 du mois? Non. Et tout ça crée le sentiment qu'il y a une caste, alors que vous avez voulu emmener tout le monde avec soi, avec vous. Alors, je voudrais vous raconter une anecdote personnelle. Certes, je ne suis plus parlementaire, je l'ai été pendant 25 ans, c'est beaucoup trop longtemps. Mais on m'invite encore. On m'invite aux cérémonies des vœux. Et on m'a invité à une cérémonie des vœux dans cette circonscription, cette première circonscription de Maine-et-Loire. Et j'ai réalisé à quel point la violence symbolique
qui traversaient nos sociétés étaient parfois beaucoup plus dures à supporter que la violence sociale et que la violence économique. J'arrive dans un centre culturel qui a été, il n'y a pas si longtemps, la première entreprise, le premier employeur du canton. C'est déjà un drame, on le vit. La nouvelle sous-préfète m'accueille extrêmement gentiment, mais m'annonce que la ville de Segré, qui est le siège de la sous-préfecture, va dorénavant s'appeler Anjou-Bleu. C'est un pays ardoisier. Bon, d'accord. Je demande des nouvelles de sa femme au député. Il me dit non, je viens de divorcer parce que je me suis marié avec le fleuriste de mon village. Je dis bon, ben, au fond, c'est bien, je vais toujours militer pour ça. Et il dit de toute façon, la commune ne s'appelle plus, la commune dont il a été maire, et il est touché par le cumul des mandats, ne s'appelle plus Saint-Sylvain d'Anjou. À Saint, quand même, c'est un peu, voilà. Alors, on s'est associé avec Pelloy-les-Vignes, qui s'appelle les Vignes, parce que c'est la commune qui, proportionnellement, sa population, a donné le plus de vin, pour le plus d'argent pour le pinard du soldat en 14-18. Il n'y a pas de vignes à Pelloy-les-Vignes. Et ça s'appelle Verrières en Anjou. Pourquoi pas? On a réuni les deux cantons, l'un à l'autre, un canton très urbain, avec une forte population immigrée, et un canton très rural. Et j'assiste à cette conversation un peu étrange d'un type super sympa, issu d'immigration, qui discute de barrières enherbées et de faux salisiers avec un paysan du canton de Tiercé, et on voit que ça ne passe absolument pas, qu'il y a une sorte d'incompréhension massive et majeure. Mais le plus beau reste à venir. C'est-à-dire que on a réuni les 8 communes. Elles s'appellent maintenant les Hauts d'Anjou, la nouvelle commune. Mais avec le mode de scrutin, il y a 3 communes qui n'ont plus aucun élu. On construit une nouvelle mairie. Et cette commune, ce secteur que j'ai représenté, c'est un grand secteur de l'histoire de France. En 855, le trisaïeul du Capet, Robert le Fort, qui mène la guerre contre les Vikings qui descendent le long du bassin de la Maine, il ôte sa brogne, il est touché à mort, il se fait adosser à un arbre et il mène le combat contre les Vikings. Et la statue de Robert le Fort, elle est devant la mairie de Châteauneuf-sur-Sarthe. Et je dis aux élus, mais et Robert le Fort? Oh, ils me disent, vous savez, Robert le Fort, ça n'intéresse plus personne. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Robert le Fort, ça intéresse les gens. Parce que c'est là qu'ils puisent leurs racines. Quand je suis arrivé au ministère de la Culture, on se demandait s'il ne fallait pas avoir un geste architectural, un toit en verre sur Notre-Dame de Paris. S'il ne fallait pas faire une autre flèche que la flèche préexistante, que modélisée sur Viollet-le-Duc. Et j'ai dit non. Les gens pleuraient sur les quais en voyant leur cathédrale brûlée. La plupart n'allaient jamais à la messe. C'est Jean-Jacques Hano, le cinéaste, qui a d'ailleurs fait un film sur Notre-Dame de Paris, qui raconte qu'il était au bord du fleuve Niger avec 2 paysans nigériens qui pleuraient, musulmans, qui pleuraient et qui priaient pour Notre-Dame de Paris au moment de l'incendie de 2019. Et je me suis dit, devant cette violence, on ne peut pas rajouter la violence à la violence. Et c'est ça aussi la leçon que je tire de ce que vous m'avez raconté. C'est que vous voulez, dans Sarreguemines Confluence, vous voulez vous inscrire dans une tradition patrimoniale et d'avoir
remis ce prix à une entreprise qui est justement une entreprise patrimoniale, qui crée de la beauté à partir des réalités du territoire, mais qui l'inscrit aussi dans un projet de vie et dans un projet de progrès, je trouve qu'il n'y avait pas de meilleure façon pour conclure ces soirées et d'appeler dans cette société fracturée à la bienveillance dont vous avez fait preuve ce soir. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce beau message. Merci à tous, bonne soirée.